Aujourd'hui, on va parler de Schneider Electric qui vise une nouvelle hausse de ses résultats pour 2024 et qui subit une envolée depuis quelques mois et on va voir si on est survalorisé, sous-valorisé ou au niveau d'une bonne valorisation. Alors si on reprend quelques ratios, on va pas tous les refaire parce qu'il y avait une autre vidéo dans laquelle on avait déjà vu tous les ratios historiques, je vous la mettrai par ici, mais globalement on avait vu que le chiffre d'affaires était en constante hausse, les revenus nets également, ce qui est logique, que les marges étaient un tout petit peu en augmentation puisqu'on était aux alentours historiquement de 7 à 8% et qu'on était passé depuis quelques temps entre 10 et 11%, logique avec tout ce qui est inflation et la demande d'énergie, on est arrivé sur quelque chose d'un petit peu plus haut et il y a eu quelques optimisations aussi chez Schneider Electric et qui avait valu quelques gains substantiels au niveau de la marge. Si on regarde au niveau des finances, on avait bénéfices, on avait ici, donc on a 7,26 qui ont été reportés et sur la dernière vidéo, il me manquait 2027 je crois, puisqu'on avait un an de décalage, un exercice fiscal, mais on voit quand même qu'on est toujours sur une croissance et comme on est un peu plus actualisé, pour 2024, 8,38, 9,31, 10,55 et 11,16. Donc on voit normalement une belle croissance, on verra de combien plus tard et si le management est plutôt confiant, mais globalement on est sur une croissance. Donc l'idée est de valoriser et de voir si cette croissance est prédictible, si c'est une forte croissance, une faible croissance, et de valoriser un peu la société pour savoir si on est à une bonne valorisation, s'il vaut mieux attendre que le titre redescende, ou s'il faut vite vendre père et mère pour réussir à en acheter tout de suite maintenant parce que c'est l'opportunité du siècle. Alors quand on regarde les résultats annuels 2023 dans la présentation, on a les différents chiffres qui nous sont donnés, donc plus 14% de croissance organique, ce qui est pas mal du tout. On voit ici 36 milliards de revenus pour 2023 en hausse de 13% organique, ce qui est pas mal du tout. Donc on a Energy Management en plus 14% de croissance et Industrial and Automation à plus 7%, les deux en croissance organique. Il précise également qu'on a un EBITDA ajusté de plus 25% de croissance organique qui excède la cible qu'il s'était donnée. Quand on voit ici au niveau des ventes, plus 13%, au niveau de l'EBITDA, plus 25%, alors on voit bien que c'est de l'organique, ce qu'ils avaient dit, organic growth. Le net income, plus 15%, le free cash flow, plus 38%, et le dividende, plus 11%, mais le dividende, on s'en fiche un petit peu, puisque le dividende n'est qu'une redistribution du capital, mais ce qui compte, c'est le free cash flow et les net income qui montent, donc très bonne nouvelle. Ce qui fait toujours un petit peu plaisir, on a toujours la digitalisation et l'intelligence artificielle, ça fait toujours bien dans les rapports et ça permet de faire gonfler un petit peu, de montrer qu'on est dans l'air du temps, qu'on sait ajuster avec finition, qu'on sait faire propre, qu'on est intelligent, qu'on évolue, qu'on fait partie des derniers à utiliser les dernières technologies et donc forcément qu'on optimise vraiment au pouillème de point près et que tout est génial, forcément ça fait partie des rapports, c'est comme ça. Toute société qui veut un petit peu attirer la tendance et être dans la mode met un peu d'intelligence artificielle dans ses rapports, même si c'est vrai, mais globalement on n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour réussir à bien gérer et à bien piloter l'énergie. Il n'empêche que ça fait toujours bien et ça séduit un peu les investisseurs. Alors il y a pas mal de slides différentes dans la présentation, le but n'est pas de toutes les faire aujourd'hui, ce qui compte surtout c'était ici où on avait la conférence call qui disait, on avait quelqu'un qui demandait pour la croissance et on avait environ de 6 à 8% pour cette année au niveau de la croissance. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Et c'est également ce qui était mis résumé ici dans l'article qui disait pour 2024, Schneider Electric anticipe une croissance organique, soit à périmètre et taux de change constant de son résultat opérationnel, EBIT ajusté comprise entre 8 et 12%, basé sur une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 6 et 8%. Schneider Electric vise ainsi une marge EBITDA ajustée en hausse de 40 à 60 points de base, soit autour de 18 à 18,2. En 2023, le groupe a dégagé un résultat net de 4 milliards en hausse de 15% par rapport à 2022. Vous avez donc une hausse qui est quand même relativement dynamique, 15% c'est pas mal du tout, et on a un réajustement à la hausse pour du 8 à 10% pour de l'EBIT et 6 à 8% pour la croissance organique du chiffre d'affaires. Organique veut bien dire ce que ça veut dire, ce qui veut dire que c'est quand même quelque chose de naturel et relativement planché, ce qui veut dire qu'on peut espérer mieux et difficilement moins bien. Donc 6 à 8% de croissance où on est en début 2024 et qu'on affirme ça et qu'on a été agréablement surpris l'année dernière avec un 15%, on est pas mal du tout. Et donc quand on descend, on voit ici, suite à sa performance de 2023 qualifiée de record, Schneider Electric propose un versement d'un dividende de 3,50 € par action au titre de l'exercice écoulé, etc. en hausse de 11%. Donc quand vous avez une performance record
et que vous avez une hausse de 11% du dividende pour une société qui verse un dividende, c'est une très bonne chose. Il n'en faut pas plus. Forcément, les investisseurs se jettent dessus et quand on voit là, on a une hausse phénoménale qui monte encore. Vous saupoudrez avec un petit peu d'intelligence artificielle et voilà, vous avez un cocktail. Donc, l'intérêt ici est de savoir est-ce qu'on est bien valorisé et que le marché s'est directement positionné à la nouvelle valorisation avec ce qui est récemment tombé, ou si tout simplement, comme d'habitude, le marché s'emballe, il est parti trop haut et que la valorisation se situe bien plus bas. C'est ce que nous allons voir. Mais juste avant, si on passe sur iChart, on voit que la répartition du capital sur les différents secteurs est très inégale. On voit ici la technologie et on voit ici en dernier forcément l'énergie. Et donc c'est boudé depuis des années, on le sait avec le pétrole, le charbon, etc. Même le nucléaire était un peu boudé et l'énergie, on considérait tous que c'était acquis avant le conflit en Ukraine et seulement depuis peu on se rend compte que finalement ça tient un peu de choses et qu'en bouleversant un peu les événements géopolitiques, on peut se retrouver vite à court d'énergie ou en tout cas avec une forte hausse du prix de l'énergie parce que ce n'est pas abondant. On n'en trouve pas partout, on n'extrait pas du pétrole si facilement que ça, on ne fait pas pousser les centrales nucléaires aussi rapidement qu'on le pensait et donc forcément ça permet de réallouer le capital. Donc quand on voit ici au Q2 2023, l'énergie était relativement boudée, on commence à avoir des rattrapages, ce qui est logique, c'est comme tout, ça fait des cycles. Quand la technologie est en très forte hausse et que ça monte très très fort, au bout d'un moment, les gens cherchant à toujours avoir plus de performance, les fonds également, ils se rabattent sur les autres ici secteurs qui sont sous-valorisés pour justement venir chercher de la perf. Quand ici vous avez des PER de 30, 40, 50, 60, 70 et que vous faites du 1% ou 2% à l'année puisque vous êtes sur la fin d'un long cycle haussier et que vous n'avez quasiment plus rien à gratter, c'est le moment par exemple de revenir chercher ici tout ce qui est de la value ou de l'énergie et comme d'habitude jusqu'au moment où ça sera extrêmement valorisé, que la tech sera revalorisée infiniment plus petit puisqu'on dira oui mais ce ne sont pas des vrais capitaux propres, c'est beaucoup basé sur du vent, de la technologie, des marques, sur des brevets mais qui ne valent rien, jusqu'à ce qu'on passe sur le secteur suivant, etc., etc. La bourse, c'est continuellement un changement de mode et de cycle, et l'idée est toujours d'être dans ce cycle, ou alors de faire du stop picking et de croire uniquement en des sociétés qui sont extrêmement performantes, peu importe le secteur, peu importe la temporalité, juste d'être sur des bons chevaux de course qui, eux, dans tous les cas, vous emmèneront loin. Je vous ai trouvé ici un graphique sur Isabelle Ned qui est un petit peu plus parlant que le précédent parce qu'on avait des histogrammes, là on a plus des courbes. On voit ici que l'énergie est bien boudée depuis 2023 jusqu'à 2024 et il semblerait qu'on commence à avoir des retours, ce qui est logique comme d'habitude puisque, comme on le disait, avec la technologie ici, quand on voit la pente faramineuse, alors oui, il y a toujours les gens qui disent c'est un circuit porteur, donc le mieux est toujours d'être dans une tendance haussière, mais globalement on a aussi beaucoup de gens qui disent oui mais là c'est tellement monté que ça ne peut plus, ou alors même si ça monte encore un peu parce qu'on ne connaît jamais la fin du hausse, il y a tellement peu à gratter, alors qu'ici on peut avoir un énorme rattrapage et en plus si on est dans un cycle haussier pour 10 ou 20 ans, ce serait génial d'être au point bas. Donc ça ne veut pas dire que ça y est c'est parti, tout le monde est sur l'énergie, ça veut juste dire que si vous avez ne serait-ce que un cinquième, un dixième des capitaux qui sont déployés aujourd'hui dans la technologie et dans l'IA revient un petit peu sur quelques belles entreprises de l'énergie, ça peut justifier avec de bonnes nouvelles d'une société, comme par exemple sur Schneider Electric, que vous ayez des forts rebonds et que vous ayez des réajustements qui sont assez violents. Maintenant, l'idée est de savoir est-ce que c'est juste un réajustement et qu'il y a encore beaucoup de hausse pour Schneider Electric, ou si le rattrapage est fait et que ça y est, on est à la juste valorisation. Quand on passe sur le tableau de valorisation, comme d'habitude, j'ai remis absolument tous les chiffres qu'on avait dans TradingView. Ici, les free cash flow. Le PER, pour le PER médian ou du secteur, j'ai pris 23 ou 20 tout simplement, puisque quand on se met ici, on voit bien que là, on est très fortement monté, qu'on a du 23-24 en PER médian, et que si on pouvait en avoir sur environ du 20, on est historiquement pas trop mal par rapport à d'habitude, et on voit que ça fait quelques années qu'on n'a pas revu un PER aussi bas, donc ça pourrait éventuellement être une opportunité. Évidemment, on peut toujours valoriser avec un PER de 14, de 2 ou de 1, mais globalement, essayer d'avoir quelque chose de relativement concret et qui pourrait se produire. Évidemment, si on valorise à un PER de 20 et qu'avec un crack, on a un PER de 17-18, mais évidemment, il faudra se jeter dessus. Si la valorisation à 20 vous convenait déjà, évidemment que si le PER est plus bas, il faudra y aller. Mais globalement, on essaie de faire des valorisations qui sont relativement possibles. Donc si on passe ici, j'ai réajusté ici les taux moyens de société, les taux US, le WACC est à 9,80 et on a une croissance moyenne passée de
7,77. J'ai mis ici une croissance relativement mesurée de 5%, tout simplement parce que on a réajusté à la hausse, oui, effectivement, mais maintenant que tout est réajusté à la hausse, il serait difficilement probable qu'on ait encore une meilleure surprise qu'un réajustement déjà haussier. On peut avoir, pour moi, avoir que des avis négatifs. C'est un peu comme d'habitude quand vous avez tous les indicateurs qui sont au vert, la seule chose qu'il peut avoir, c'est qu'il y en ait un ou deux ou quatre qui passent au rouge. Si vous avez tout le vent dans le dos, que la société va très bien, que le PDG estime que on va avoir une bonne croissance et que finalement il réajuste sa croissance encore à la hausse, je préfère faire une valorisation un peu plus pessimiste au cas où il dirait dans un prochain communiqué on s'est trompé. Et comme ça, j'aurai ma valorisation. Et de toute manière, si la croissance se passe réellement comme il l'a prévu, ben dans tous les cas, ça veut dire que si le prix aujourd'hui me convient, ça veut dire qu'avec une croissance encore plus forte, ça me conviendra encore plus. Si on fait une valorisation grossière, on a un prix à 146, qui est bien plus faible que les 209 actuels. Oui, mais globalement, on ôte la dette. Et comme on a une dette de 10 milliards, forcément, ça pèse. Donc oui, avec un PER qui est historique aux alentours de médian de 23, on aurait donc sûrement une valorisation un peu plus élevée, classique, si on se met ici et qu'on va voir au niveau du 23, on est par là. Si on se met ici, on est au niveau de janvier 2023 et janvier 2023 ici. Si on se met là, janvier, on avait une valorisation aux alentours de 146, 147. Si on revient ici, là, on avait une valorisation de 146. Donc c'est relativement logique. Si on passe ensuite sur la valorisation de Graham, on est à 134. Attention, cette valorisation est toujours très conservatrice, puisque forcément, ça prend en compte des données qui sont très conservatrices et très en fonction de la valeur, puisque Graham était quand même un homme de valeur. Donc, au niveau de la valorisation, c'est vraiment un prix plancher. Si jamais vous avez une société qui est en dessous, en général, de la valorisation de Graham, c'est quand même une très forte probabilité que ce soit une société value et qu'il faille acheter rapidement pour profiter de cet aspect value. Maintenant, ça ne veut pas dire que la croissance sera au rendez-vous, ça donne juste une photo à l'instant T, mais ça dit juste que à ce moment précis, la valorisation est très très basse et que en général, si votre société est bonne, mais ça c'est plus une analyse qualitative de votre côté pour savoir si le business qu'elle fait est bon, ça vous dit juste là la photo comme quoi le business est sous-valorisé ou en tout cas l'activité, les capitaux, bref, l'argent qui est dans cette société, peu importe qu'elle vende des carottes, des téléphones ou des centrales nucléaires, dans tous les cas, c'est que c'est sous-valorisé actuellement. Maintenant, ça peut aussi se dégrader si jamais vous êtes à contre-courant, si jamais le business ne séduit absolument plus ou si une des lois qui va tomber va vous entraver votre activité. Et si on passe maintenant à la valorisation par DCF, on obtient du 157. Donc oui, on est un petit peu survalorisé. Maintenant, on a aussi pris une croissance future estimée de 5%. Si on se met entre 6 et 8% comme ça avait été annoncé, mettons à 7 au niveau du médian, tout de suite on remonte, on est à 187, ce qui est pas mal du tout. Et si on vise la fourchette haute, puisque c'est ce que les gens visent toujours quand on est parti dans une bulle, on voit bien que 204 pour 209, on est à peu près à ça. Quand les gens se disent que le PDG, enfin l'équipe dirigeante dit 6 à 8% et que l'année dernière il a rehaussé et que c'était une bonne surprise, souvent les gens se mettent sur du 8% et valorisent immédiatement. Surtout quand en plus vous avez une augmentation de dividendes, les gens se disent j'en achète pour avoir plus de dividendes qui revient, même si techniquement c'est un peu idiot puisque vous achetez une action plus chère pour qu'elle vous rende plus de dividendes, c'est juste du coup une allocation de capital qui revient dans votre poche, mais globalement ça fait quand même mouche au niveau du marché, souvent les gens se précipitent dessus. C'est pourquoi si vous mettez sur du 8% la tranche haute que l'équipe dirigeante a communiquée, vous arrivez sur une valorisation aux alentours de 204. Si on passe maintenant sur une valorisation DCF par Gros Focus, on voit ici qu'on a une fair value à 117, même si on a une croissance à 8%, tout simplement parce que c'est le business predictability qui n'y a que 2 étoiles sur 5, et forcément ça prend en compte dans la valorisation de Gros Focus, donc ils mettent un malus si c'est peu prédictible, ce qui est logique en soi. En revanche, pour moi, c'est relativement bien prédictible, sauf évidemment s'il y a une récession et que l'énergie coûte beaucoup moins cher, qu'on a une chute du pétrole, etc., forcément tout va partir à la cave. Mais pour moi, c'est un contretemps puisque l'économie croîtra toujours. Alors évidemment, toujours, c'est à prendre avec des pincettes, mais globalement, l'humanité s'étend. Les pays émergents deviennent de plus en plus productifs et ont besoin de toujours plus d'énergie. On abandonne le charbon pour aller vers le pétrole. Beaucoup de personnes montent aussi au niveau de l'électrique puisqu'on se rend compte que le pétrole, ça pollue, etc. Il y a beaucoup de politiques en ce moment qui sont contre le pétrole et le CO2. Donc l'électrique a aussi pas mal d'avenir. Donc même si on subit une prédictivité qui n'est pas top et voire un creux pendant quelques années, sur le très long terme, l'électrique normalement devrait s'en sortir. Mais Gros Focus applique quand même de la prédictivité moyenne, ce qui fait que ça plombe un petit peu.
Au niveau des revenus, si on descend, on voit qu'on a une trendline aux alentours de 4,82%, ce qui n'est pas génial, c'est une croissance douce. Et forcément, quand on a justement une croissance à 8 ou 10% de chiffre d'affaires, ça fait plaisir, c'est une bonne nouvelle. Si on passe au niveau du free cash flow, on a une croissance à 7%, ce qui est une bonne chose, puisque c'est avec ça qu'on valorise le tableau DCF. Donc on avait mis du 7 ou du 8%, on avait mis conservateur 5, mais après on était passé à 7, voire 8. On voit que globalement, historiquement, c'est ce qui se tient. Et si on passe sur le sommaire pour voir un petit peu la valorisation globale, on arrive ici, on voit qu'on est un petit peu survalorisé, un peu au-dessus de la trendline. Donc il semblerait que comme notre valorisation, ça soit un peu haut comparé à ce qu'on avait prévu. Et si maintenant on regarde la droite de régression, on va voir qu'on a à peu près le même avis. Quand on regarde ici, il y a un historique de cours sur environ 30 ans, donc on voit bien qu'on a évolué dans ce range pendant un long moment et que ça fait quelques temps qu'on est reparti très très haut et on voit aujourd'hui qu'on est bien au-dessus. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça peut que redescendre, c'est une question de probabilité, mais en général quand c'est bien haut, s'il n'y a pas eu de changement d'activité du business model, en général c'est qu'on a de fortes probabilités que ça revienne. Si maintenant il y a eu du changement, que par exemple l'intelligence artificielle ce n'était pas juste un coup de com', mais qu'il y a vraiment une nette amélioration de la gestion électrique, forcément vous avez une nouvelle pente qui sera beaucoup plus pentue et qui du coup redéfinit un range dans lequel on ne serait pas survalorisé. Évidemment ça, il n'y a qu'une manière de le savoir, c'est d'aller voir les rapports financiers, d'écouter les conférences call, bref, de faire le côté recherche en profondeur et étude de la qualité du business et ensuite recouper ici avec les chiffres pour voir si on est bien en adéquation et si vous vendez père et mère pour absolument être sur le dossier ou si vous le laissez de côté puisque vous estimez que c'est survalorisé ou même tout simplement que le business ne vous va absolument pas car ça ne vous parle pas du tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine. Salut!